Aujourd'hui, l'entretien de France 24 nous emmène au Sahel avec Serge Daniel, correspondant de France 24, RFI et l'AFP dans la région depuis plus de 15 ans. Au rythme de ses reportages, Serge Daniel est devenu l'un des meilleurs experts de AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il nous rapporte son dernier ouvrage, AQMI, l'industrie de l'enlèvement. Serge Daniel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Serge Daniel, dites-moi, aujourd'hui, AQMI, c'est combien d'hommes et quelle est sa zone d'influence réelle ? AQMI, c'est quelques centaines d'hommes. Il y a les historiques d'abord. Ils viennent d'Algérie, on les appelle les Afghans parce qu'ils ont combattu en Afghanistan. Ce sont des anciens du GIA, qui est devenu ensuite le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Donc c'est ces groupes qui sévissaient en Algérie dans les années 90. Exactement. Et qui ont donc cette expérience-là. Ce sont des vétérans. Et ça s'est métastasé, si vous permettez l'expression. Et donc, il y a un émir national qui demeure en Algérie, et des émirs régionaux, dont celui du Sahel. Dans le Sahel, vous avez ce qu'on appelle les katibas, ce sont des unités combattantes, vous avez de petites katibas. Des compagnies, une centaine d'hommes ? Exactement, centaines d'hommes par katiba. Et vous avez de petites katibas qu'on appelle des sarias. Et ça se métastase, comme je dis, depuis quelques mois, désormais, on a Al-Qaïda, cette fois-ci en Afrique de l'Ouest. Voilà. Est-ce que c'est un groupe homogène qui communique? Et surtout, la question, est-ce que AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, est l'héritier du Al-Qaïda canal historique qui est né dans les régions afghano-pakistanaises? Al-Qaïda au Maghreb islamique a fait allégeance à Al-Qaïda, de Ben Laden. Mais de manière unilatérale, sans qu'il y ait d'échange? Voilà, sans qu'il y ait d'échange. C'est-à-dire que, bon, vous reconnaissez Ben Laden à l'époque comme le chef, le spirituel. Mais Al-Qaïda au Maghreb islamique a ses particularités. La particularité d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est l'enlèvement, l'industrie de l'enlèvement. Ils enlèvent des otages. Ce qui tranche avec les méthodes habituelles d'Al-Qaïda, canal historique, si vous me permettez l'expression. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est évident. Il y a un vernis idéologique, ça c'est sûr, parce que c'est Dieu, c'est la charia qu'il faut appliquer, etc. Mais ce qui les caractérise, c'est l'industrie de l'enlèvement. Ils enlèvent les otages, des pays payent une rançon. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ça leur permet de vivre, de corrompre un certain nombre de populations locales, de se développer, d'acheter des armes, c'est important, de fabriquer des explosifs. Par exemple, aujourd'hui, l'un des responsables d'AQMI s'appelle Nabil Makhloufi. C'est un Algérien, un spécialiste de fabrication des explosifs. C'est lui qui fabrique les explosifs qui vont commettre des attentats, avec lesquels des jeunes vont commettre des attentats, notamment en Mauritanie. C'est lui. Est-ce que aujourd'hui vous voulez dire qu'il y a une dominante crapuleuse chez AQMI qui l'emporte sur l'idéologie, sur le djihad? Si vous voulez me dire djihadiste ou voyou, je dirais les deux. Parce que je répète, il y a vraiment un vernis idéologique. Tous les anciens otages européens qui ont témoigné de leur vécu là-bas vous expliquent que le matin, quand ils se réveillent, les gens d'AQMI font des prières, ils récitent des prières, il y a la prière, Dieu, la formation militaire, la formation idéologique, le surchauffage des cerveaux, et donc il y a Dieu quand même qui existe. Mais de l'autre côté, il y a un côté voyou forcément. Comment vous expliquez que finalement un si petit groupe d'hommes, parce qu'il ne s'agit pas de milliers de combattants, il ne s'agit pas d'une armée clandestine comme on peut en trouver en Afghanistan ou au Pakistan, c'est un petit groupe d'hommes qui vit, comme on le voit sur les images, dans des zones extrêmement dégagées, dans le désert finalement. Vu de Paris en tout cas, on a l'impression que la traque de ces groupes-là ne serait pas très compliquée et leur éradication, pour reprendre les mots des gouvernements occidentaux, ne serait pas très compliquée. Et pourtant, ces groupes font parler d'eux, perpétuent les attentats et dérangent considérablement les États jusqu'à préoccuper les États occidentaux. La zone est vaste. Vous prenez par exemple le nord du Mali. Le nord du Mali, c'est une fois et demie la France. Une fois et demie la France. En France, vous avez 57 millions d'habitants, je crois. Dans le nord du Mali, la densité, c'est 1,2 habitants par kilomètre carré. Zone vaste, difficile à contrôler. Le Mali, par exemple, a des pays avec des frontières avec 6-7 pays. C'est énorme, c'est immense. Et ensuite, les pays n'arrivent pas à coordonner la lutte anti-AQMI. Mais alors, vous vivez à Bamako, au Mali. Est-ce que vous avez l'impression que l'État malien et son voisin mauritanien sont réellement engagés dans la lutte? Ah oui, chacun de sa manière. Ce que les Maliens disent, par exemple, c'est que pour lutter contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, il faut que tous les pays, des pays du champ, se mettent ensemble pour lutter contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le Mali seul ne peut pas lutter contre Al-Qaïda. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il est déterminé à le faire? Il y a eu 3 phases, je crois. À un moment, le Mali a été
plutôt passif, disons les choses clairement. Ensuite, le Mali a tenté, il y a eu des morts, une vingtaine de militaires tués par les forces d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et depuis quelques mois, on voit des signes avec des pays qui tentent de s'unir pour combattre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le pays qui me séduit, moi, dans cette zone, c'est la Mauritanie. La Mauritanie, le budget de l'armée algérienne, 6 milliards de dollars, c'est 5 fois le budget national d'un pays comme la Mauritanie. Mais la Mauritanie est plus présente sur le terrain que d'autres pays de la zone. Alors, on sait que AQMI détient aujourd'hui quelques otages français, et pas seulement des Français d'ailleurs. Est-ce que les nations européennes et la France, à votre avis, sont suffisamment engagées aux côtés de la Mauritanie et du Mali pour lutter contre ces groupes? Je crois que l'une des particularités dans cette zone-là, c'est que les pays de la zone ne souhaitent pas une intervention étrangère. Parce que si les Français débarquent aujourd'hui ou les Américains débarquent dans la zone, ce sera comme en Afghanistan. Pourtant, la Mauritanie n'accédera jamais aux moyens technologiques, je pense aux hélicoptères, aux drones d'observation et même aux troupes possédées par les nations occidentales. On imagine assez facilement qu'une coalition européenne arriverait à bout de AQMI assez vite avec les moyens qu'on possède. Ce que la Mauritanie dit par exemple, ce que l'Algérie dit par exemple aujourd'hui, c'est de dire, bon, les pays occidentaux, donnez-nous les moyens techniques, mais votre présence sur le terrain ne va pas du tout arranger les choses. Pourtant, elle existe. Elle existe. Il y a une petite unité française dans la région, dans des pays sahéliens, mais ce sont de toutes petites unités. Ce qui est totalement opaque. Hein. On n'a absolument aucune idée de ce que font ces gens dans la région. On sait que c'est un détachement de force spécial. Hein. Les choses ont fuité, ça n'est pas un scoop. Donc des combattants, des gens dont la mission est de traquer et de tuer. Est-ce qu'on sait si ces gens-là sont effectivement au combat? Si oui, avec qui? Avec l'armée mauritanienne? Est-ce qu'ils ont des résultats? Ils sont quand même sur le terrain. Si vous vous souvenez par exemple de l'histoire de l'humanitaire français Germano, il y a eu une opération militaire franco-mauritanienne sur le terrain. Qui s'est soldée par un échec. Par un échec parce que tout simplement il y avait une hutte dans laquelle on pensait que M. Germano était, parce que dans la hutte il y avait un homme, les mains attachées, et les forces françaises ont débarqué, ils sont allés dans cette hutte-là, mais malheureusement c'était pas Germano, c'était un salafiste, c'était un islamiste qui était fou, à qui on avait dont on avait attaché les mains. Malheureusement Germano n'était pas là. Alors Serge Daniel, vous tranchez un petit peu avec d'autres experts de la région lorsque vous parlez d'un autre acteur de la région, que sont les Touaregs. Ce peuple qui finalement ignore les frontières et vit dans cette région depuis qu'il existe. Selon vous, les Touaregs se sont alliés à certains groupes d'AQMI pour lutter contre l'État malien et conquérir ces villes du Nord, comme c'est arrivé au cours des derniers mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Touaregs ne sont pas de nature islamiste. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez une Saria, c'est-à-dire une petite unité combattante dirigée par Abdelkrim Taleb, qui est un Touareg. Abdelkrim Taleb. Tout à fait. Qui a recruté des Touaregs dans son unité combattante. C'est évident. Mais lui n'est pas un Touareg. Lui, il est Touareg. Lui, c'est un Touareg, c'est son nom de guerre. Il s'appelle Amada Ag Mohamed, je crois. C'est son nom de guerre, il est Touareg, il a recruté des Touaregs. Maintenant, si vous faites référence à la rébellion Touareg naissante, le 24 janvier... La conquête du Nord Mali par ces groupes Touaregs. Par ces groupes Touaregs, c'est que le 24 janvier dernier, les responsables, les combattants du MNLA et des combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ont attaqué une ville au nord-est du Mali, à Guelok, ont froidement abattu des militaires maliens. Ça, c'est évident, ce jour-là, ils étaient ensemble. Maintenant, il ne faut pas généraliser, il faut attendre de voir dans quelques semaines comment ça va se passer sur le terrain. Donc, selon vous, ce n'est pas l'ensemble de la communauté ou des communautés Touareg qui évoluent dans la région qui se sont rangées aux côtés d'AQMI? Voilà, il faut éviter les amalgames. Mais là, sur le terrain, ce jour-là, à Guelok, Touareg, combattants et MNLA étaient ensemble avec les combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est évident. Est-ce qu'on peut envisager que ces Touaregs soient employés soit par l'État malien, soit par les Mauritaniens, et puis un jour, pourquoi pas, par l'État libyen naissant, qui est voisin, hein, il faut s'en souvenir, justement pour participer à la lutte contre AQMI dans la région? Ils ne peuvent pas, à mon avis, facilement avoir deux fers au feu, avoir affaire au gouvernement malien, à l'armée malienne et avoir AQMI. Mais pour le moment, puisqu'ils sont sur le même terrain qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, notamment au nord-est, il faut voir, à mon avis, dans quelques semaines, comment ça va évoluer. On vient de parler de la Libye voisine hein, et de la crise qui vient de s'achever en Libye. L'une des préoccupations sur la Libye, c'est évidemment ces stocks d'armes absolument considérables qui ont été livrés aux mains de groupes armés, de bandes armées, hein, dont d'ailleurs le contrôle est un petit peu difficile en ce moment. Est-ce que
vous avez assisté comme observateur dans la région à des franchissements de stocks d'armes de la Libye vers AQMI, vers le Sahel? C'est évident que si il n'y avait pas eu la chute de Kadhafi, on n'aurait pas une rébellion touareg aujourd'hui dans le nord du Mali de cette ampleur-là. Les armes, les principales armes qui évoluent aujourd'hui dans le nord du Mali viennent justement de la Libye. Et c'est évident. C'était quand même une question qui a été largement anticipée. On se souvient que dès février 2011, c'est-à-dire au tout début de l'insurrection en Libye, ces stocks d'armes ont inquiété et immédiatement les nations occidentales ont agité le chiffon rouge qui disait attention, ces armes sont dans une région dangereuse. Comment vous expliquez que finalement rien n'était mis en œuvre pour fermer les frontières libyennes et empêcher ça? Les nations occidentales sont en partie responsables parce qu'elles ont tiré sur la sonnette d'alarme sans agir sur le terrain. Et je vais vous dire, si le Mali est déstabilisé demain, vous risquez d'avoir le Niger déstabilisé, vous risquez d'avoir un autre pays déstabilisé, parce que vous avez des Touaregs non seulement au Mali, mais vous les avez en Algérie, vous les avez au Niger, vous les avez au Tchad, vous les avez en Libye. Donc il y a un véritable danger. Très brièvement, Serge Daniel, est-ce que la solution, c'est le déploiement d'une force internationale dans la région? Pas une force internationale, mais il faut associer tout le monde, le Maroc, parce que l'un des rêves aujourd'hui d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est de s'installer par exemple au Maroc, parce que le Maroc est à côté de l'Europe. Le Maroc a une expertise dans la lutte contre Al-Qaïda. Il faut lutter contre les réseaux mafieux. Vous avez par exemple les trafiquants de drogue qui sont un peu partout dans la zone. Vous avez Al-Qaïda, je l'ai dit tout à l'heure, qui se métastase. L'enlèvement d'otages européens, par exemple, au Front Polisario, dans le territoire revendiqué par le Front Polisario, avec des complicités locales, c'est énorme. Serge Daniel, merci infiniment pour ces éclairages. On y voit beaucoup plus clair. C'était l'entretien de France 24. Restez avec nous.